Le roi Abdelaziz savait que ses voisins, iraniens et koweïtiens notamment, avaient découvert du pétrole et qu'ils en tiraient de grandes richesses. Mais l'exploitation du pétrole comportait des risques. La seule façon d'en tirer des bénéfices était d'ouvrir la porte à des compagnies étrangères, donc non musulmanes. Le roi connaissait trop son peuple pour ignorer qu'il risquait de s'attirer les foudres des oulémas. Il lui fallait s'entendre avec eux. Le roi a fait venir des compagnies étrangères. Les oulémas ont aussitôt rétorqué que les agissements d'Abdelaziz Ibn Saoud allaient à l'encontre de l'islam. Le roi a répondu en les invitant à sa cour. Il leur a alors demandé « Donnez-moi une raison concrète qui me prouve que je ne devrais pas faire ça, puisque vous affirmez que c'est contraire à l'islam. » Et il a ajouté « Le prophète Mohammed a utilisé des juifs et des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas musulmans qu'ils ne devaient avoir aucun contact avec eux. Le prophète ne s'est-il pas servi d'eux ?» Les oulémas ont répondu « Oui, c'est vrai. » Et le roi a conclu « Eh bien, je vais faire exactement la même chose. » En 1933, les premières compagnies étrangères commencèrent à prospecter le sous-sol du royaume. Au moment d'accorder les concessions, le roi Abdelaziz se moquait de la nationalité des sociétés candidates, du moment qu'elles payaient. Les Britanniques, les Japonais et d'autres se dirent intéressés. Mais les Américains furent les premiers à mettre de l'argent sur la table. L'Arabian American Oil Company, ou Aramco, fut créée en 1932 dans le but de prospecter et de commercialiser le pétrole saoudien. Elle avait pour actionnaires les 4 plus puissantes sociétés pétrolières des États-Unis. Les premiers forages étaient secs. Et la question était, est-ce qu'on doit continuer? On a même donné l'ordre par courrier d'arrêter. Mais le courrier s'est perdu. Ils ont fini par trouver le pétrole et le puits fonctionne toujours aujourd'hui. Avant 1945, l'administration américaine ne classait pas l'accès au pétrole bon marché comme un objectif essentiel. La Deuxième Guerre mondiale changea bien des choses. Quand elle prit fin, le pétrole avait été ajouté à la liste des priorités de sécurité nationale des États-Unis. Franklin Roosevelt considérait le monarque saoudien comme un allié important et qu'il fallait soigner. Franklin Delano Roosevelt s'était rendu à la conférence de Yalta et sur le chemin du retour, il a décidé de rencontrer le roi Abdelaziz pour le remercier de s'être rangé aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre a été très intéressante. D'un côté, vous aviez Roosevelt, assis dans son fauteuil roulant sur le pont du Quincy. De l'autre, le roi Abdelaziz, du haut de ses 2 mètres, la vue diminuée par un trachome et ses dents d'une canne pour marcher. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Le roi Abdelaziz a confié à Roosevelt combien il avait de la chance d'avoir ce fauteuil roulant, de pouvoir se déplacer facilement, et combien il lui était pénible à lui de marcher. Roosevelt lui a aussitôt répondu qu'il avait un autre fauteuil roulant et qu'il le lui offrait. Après cet échange d'amabilité, Abdelaziz et Roosevelt passèrent aux choses sérieuses, avec 3 sujets essentiels, le pétrole, la signature d'un bail pour une base militaire sur le golfe Persique et la question délicate de la Palestine. Roosevelt a poursuivi. « Votre Majesté, je voudrais avoir votre avis concernant un problème qui me préoccupe dans mon pays. Beaucoup de mes électeurs font pression sur mon gouvernement pour que l'on reconnaisse l'existence d'un État juif en Palestine. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. » Le roi Abdelaziz a répondu « Monsieur le Président, ce que Hitler a fait aux Juifs est abominable. C'est le pire acte que des êtres humains puissent commettre envers d'autres êtres humains. Mais pourquoi vouloir prendre de la terre aux Arabes pour la donner aux Juifs? Si vous voulez faire quelque chose pour les Juifs, pourquoi ne pas leur donner une partie de l'Allemagne ?» Lorsque Roosevelt a appris quelle était la position du roi Abdelaziz sur la question, il lui a dit
Je vous promets la chose suivante. Je ne prendrai aucune décision avant d'avoir consulté les deux camps, le vôtre et celui des Juifs. Les deux parties concernées doivent être consultées avant que je prenne ma décision. Cet engagement fut le premier d'une série de promesses non tenues. Désormais, la Palestine sera le principal motif de discorde entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Mais Abdelaziz pensait avant tout à la sécurité de son royaume. Il demanda aux États-Unis de l'aider militairement, d'équiper et d'entraîner son armée. Le président Roosevelt accepta. Un accord fut conclu en vue de la construction de la base de Daran. En contrepartie, le roi promit aux Américains qu'ils pourraient toujours s'approvisionner en pétrole saoudien. Les Américains ont conclu un accord avec l'Arabie saoudite. Et ce marché était clair. Vous nous donnez du pétrole bon marché et nous assurons votre sécurité. Par la suite, cette protection s'est transformée en hégémonie américaine sur l'ensemble de la région du Golfe. La région du Golfe, devenue zone d'influence américaine, protégeait les Saoudiens, de fait, contre toute menace ennemie. Le roi Abdelaziz et le président Roosevelt confirmèrent leurs engagements réciproques par un échange de lettres. Je m'engage vis-à-vis de vous à ne rien entreprendre en ma qualité de président des États-Unis qui puisse être considéré comme hostile au peuple arabe. Mais Roosevelt mourut peu après avoir écrit cette lettre. Harry Truman lui succéda. 2 ans après, les Nations Unies se réunirent pour discuter du projet de partition de la Palestine, encore sous mandat britannique. Le prince Faisal, le second fils du roi Abdelaziz, débarqua à New York avec la conviction que Truman respecterait l'engagement de Roosevelt. Le prince en discuta avec George Marshall, un des principaux collaborateurs du nouveau président. Le prince Faisal comptait sur la promesse faite par Marshall, à savoir que les États-Unis interviendraient auprès de l'Organisation des Nations Unies pour que la création d'un État israélien ne soit pas votée, qu'une autre solution serait trouvée. Il était peut-être question de tutelle. Cela aurait été le premier territoire placé sous tutelle depuis la signature de la charte de l'ONU. Mais nous n'avons pas respecté l'engagement prononcé par Marshall. Or, quand la création de l'État d'Israël fut annoncée, les États-Unis furent les premiers à lui apporter leur soutien. Le futur roi Faisal reçut le revirement américain comme un affront personnel. Ce ressentiment ne le quitterait jamais. Mais à ce moment-là, son père, le roi Abdelaziz, avait d'autres priorités en tête. Le roi a exprimé ses considérations et sa déception. Mais sa préoccupation principale à l'époque, c'était l'encerclement de l'Arabie saoudite. Avec les Hachémites en Irak et en Jordanie, les Britanniques au Koweït et dans les pays du Golfe, ils se sentaient encerclés. Il se sentait menacé par la présence d'éléments hostiles tout autour du royaume, convoitant ses richesses, comptant sur ses faiblesses internes et sur ses moyens de défense limités, et il souhaitait obtenir la protection d'une puissance étrangère. Ses regards se sont tournés de plus en plus vers les États-Unis, et cette quête accrue de sécurité a fini par l'emporter sur les réprobations du roi et du gouvernement saoudien à l'encontre de notre politique concernant le problème israélo-palestinien. Alors âgé de 70 ans, le roi Abdelaziz avait réalisé son rêve. Il avait reconstitué le royaume de ses ancêtres, il en avait garanti la survie. Mais pour y parvenir, il avait dû s'allier à une puissance non musulmane.